Bonjour, vous, et bienvenue sur votre podcast d'actualité jeux vidéo préféré, Singe Pourpre. Nous sommes ici encore cette semaine réunis pour vous parler d'actualité jeux vidéo, mais pas que du jeu vidéo, parce qu'il y aura, on a dû faire un petit peu les fonds de tiroir de la tech aussi pour tenir un podcast d'une durée correcte, parce que le reste nous a pas forcément plus intéressé que ça sur cette semaine. C'est le jeu, ça arrive de temps en temps aussi. Je suis en compagnie d'Elena. Bonjour Elena. Bonjour. Je suis en compagnie d'Étagère. Bonjour Étagère. Bonjour. Et enfin, je suis en compagnie de Mage. T'as réussi cette semaine, mec, c'est terrible. Je vais pas le faire toutes les semaines. Non je me plus, suis dit que ça pouvait devenir un running gag, mais bon, effectivement. Non, mais faut couper de temps en temps. Les gens vont finir par croire que vraiment je ne sais toujours pas quitter. Donc, il y a beaucoup de premiers degrés sur internet et j'ai pas envie d'entretenir ça. Oui, mais c'est les meilleurs, les premiers degrés. Je continue de le dire, c'est les plus drôles. Alors, oui, mais au bout d'un moment, ça fait peur. Au bout d'un moment, ça fait peur. J'ai pas envie. Ça fait peur pour eux, pas pour nous. Moi, j'en ai eu. Je me permets une petite digression à part comme ça, hein, mais est-ce que t'as été faire un tour dans les commentaires de la vidéo sur les speedruns? Non. Et les gens qui premier degré ont pris le dragon feu? Oui, alors si, ça j'ai vu. Les gens pensent vraiment que je suis parti étudier un speedrun dans une catégorie niche de Pokémon jaune. Et qu'à aucun moment je connais le nom du Pokémon le plus populaire de tous les temps. Oui, puis que moi, bêtement, j'ai lu le texte Dragon Feu sans me poser de questions. Après, vous êtes vachement bêtes les deux, donc c'est normal, quoi. Bah, non, mais. C'est ce qu'ils doivent se dire. Tu te rends compte, c'est sûrement ce qu'ils se disent, et c'est là que c'est terrible, je trouve. Oui, mais du coup, qu'est-ce que tu peux faire si ce n'est jouer encore plus le jeu et leur dire, ouais, mais je préfère Trotonk. Trotonk. Non, mais comme quoi, vous le cherchez un peu quand même. Et Floribizarre, là. Il est pas mal, Floribizarre. Floribizarre, je garde. Sac de nœuds. Et Roucoups aussi. Il y en a eu qui m'ont repris sur Roucoups. Qui m'ont dit non, on dit pas Roucou, on dit Roucoups, qu'est-ce que tu racontes? Et bon, les mecs, au bout d'un moment, je sais de quoi je parle. C'est comme les États-Unis et États-Uniens et. Tu l'as toujours en travers de la gorge, ça. Ah non, mais c'est le genre de choses, ça m'énerve. Hein, la bonne ambiance directe. Mais mais voilà, c'est rien à voir avec le podcast. Oui, absolument rien, mais j'aime. On se chauffe, exactement. Hein, ce sera important de se chauffer parce que sur les deux présentations de la semaine, il y a eu pas mal aussi de réactions, on va dire, plutôt négatives de la part des joueurs. Je me permets de passer directement au sommaire, tant qu'à faire. Je t'en prie. Aujourd'hui, nous allons parler d'une mise à jour de Chrono Trigger. Alors, ça paraît un peu, hors du temps de parler de ça comme ça. Et pas Chrono Tiger, attention, parce qu'il y a des gens qui font l'erreur. C'est marrant que tu parles de hors du temps pour Chrono Trigger, j'aime bien cette idée. Non mais c'est important de savoir que le jeu se met à jour, tu vois, du coup, c'est vrai, la gestion du temps, tout ça. Donc, mise à jour de Chrono Trigger, on verra pourquoi. On parlera de la keynote d'Apple, encore une fois, les fonds de tiroirs. Les tiroirs sont vraiment vides. Il y a vraiment beaucoup de tiroirs cette fois. Il y a beaucoup de tiroirs. C'est des tiroirs à double fond. Oui, mais après, moi, ça m'intéresse, voilà. Oui, mais ça nous intéresse aussi, mais... On travaille avec, donc bon. Mais voilà, il y avait des déceptions à dire dedans, et on parlera de la vidéo de Naotech sur le sujet que je me suis permis d'écouter un petit peu avant de parler de cette keynote. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je parle de la keynote, parce que je trouvais qu'ils avaient un angle d'attaque qui était intéressant. On y reviendra. Ce qui fait, du coup, l'actualité jeux vidéo à proprement parler cette semaine. Enfin. Et on commence avec la mage de Chrono Trigger, ça va. C'est le State of Play de PlayStation, donc le Nintendo Direct de PlayStation, qui d'ailleurs, on en reparlera, mais je trouve que ils ont un gros problème de rythme sur leur présentation. Ils savent pas doser et où placer les trucs, c'est un peu chelou. Donc plein d'annonces de jeux vidéo. Il y avait eu des rumeurs, donc c'est peut-être ce qui nous prendra le plus de temps à discuter. Il y avait des rumeurs autour de rachat d'IP, etc. On en parlera. Et on terminera toute cette actualité par... je savais pas où la caser, alors on va le mettre à la fin, sur les brûlures d'écran de la Switch OLED. Très bien. Sur un héros. Voilà. Non mais parce qu'apparemment, il y avait des gens qui avaient peur que l'OLED ça crame, alors il y a un mec qui a mis sa Switch annulée pendant 6 mois sur la même image. Alors, on y reviendra, mais c'est vraiment un héros parce qu'il a aussi testé la batterie du coup, et je trouve ça magnifique. C'est-à-dire que ce mec a surveillé sa Switch pendant combien, 3000 et quelques heures 3600 heures, 6 mois. Et les 1800 premières heures, il était là, tous les 8 heures à surveiller sa Switch, elle tournait toujours. Oh là là là. Vous êtes prêts pour les Blasto News? Allez, oui. C'est parti. C'est parti. La première actualité concerne la mise à jour de Chrono Trigger, une mise à jour d'un jeu comme on a dit hors du temps, ce qui est rigolo parce que... Chrono Trigger, il voyage dans le temps, c'est marrant. Une mise à jour sur PC, iOS et Android qui, on y reviendra, me fait espérer une sortie sur console.
parce que Oui. ça n'est que sur PC, iOS et Android actuellement. Mais, ok. Donc une mise à jour, c'est cool. On rappellera que Chrono Trigger, à sa ressortie sur Steam et sur iOS et Android, avait été un petit peu conchié par tout le monde parce que c'était très moche. C'était lissé dans tous les sens, hein, comme tu peux retrouver des lissages sur le plus moche de tous les émulateurs. Enfin, pas le plus moche des émulateurs, mais les plus moches des textures d'émulateurs que tu pourrais rajouter. Donc des lissages vraiment horrible. Ça a été corrigé par une succession de mises à jour peu de temps après la sortie, ce qui fait qu'aujourd'hui Chrono Trigger c'est tout à fait acceptable sur PC, iOS et Android. Et au summum de toutes ces mises à jour, on a retrouvé du coup aujourd'hui, enfin hier, une mise à jour surprise qui apporte le support du 21/9e, qui est plutôt cool pour les téléphones, hein, parce que la plupart des téléphones sont en 21/9e quand tu les mets en paysage. Les vitesses améliorées. Alors, les trucs qui sont irrités des pixels remaster, vitesse des combats améliorée en mode automatique, donc x 1,5. Ce qui est maintenant vraiment l'apanage des RPG un petit peu à l'ancienne. Ou ancien. Ou ancien, hein, tout simplement. Dans lesquels tu dois pouvoir faire un maximum d'XP très très vite. Et c'est très cool. C'est très long aussi. Ça fait du bien. C'est le truc qui te permet, enfin je trouve en tout cas, de faire ces vieux jeux aujourd'hui. C'est vrai qu'ils avaient un rythme assez lent à l'époque. Hein. Oui, alors il y a un rythme assez lent. C'est pour ça que, aveu de faiblesse, quand on refait le jeu, on ajoute mode combat automatique et vitesse améliorée. C'est un sacré aveu de faiblesse, oui. C'est un sacré le jeu c'était une autre époque. Fonce. Il y a une section extra qui a été ajoutée sur le menu mobile également, excusez-moi, et 20 emplacements de sauvegarde qui sont disponibles dans le jeu. Donc voilà, c'est pas une mise à jour mineure non plus, c'est une mise à jour de confort qu'on va apporter. Le 21/9e, c'est cool. Les combats, c'est super cool. Ça apporte le jeu dans la bonne direction, tout simplement. Et exactement, et surtout, ça permet d'envisager peut-être le futur de Chrono Trigger conjointement à l'annonce console et PC du portage de Chrono Cross. Le truc que je vois en fait, c'est que ils y sont allés à tâtons pour tout ce qui était censé être fait dans les portages de ce type de jeux vidéo, dans l'amélioration du confort de jeu nécessaire à ce type de jeux vidéo. Et j'ai l'impression que tous prennent un petit peu la même direction. Donc c'est bien que des portages un petit peu plus anciens, qui n'ont pas tâtonné au bon endroit, finalement, soient entre guillemets amenés dans cette direction-là, quoi. Au-delà de ça, je trouve que en ce moment, Square Enix, ils sont respectueux de leur propre histoire. Oh là là, Balan Wonderland. Ouais, c'est pas leur histoire, Balan Wonderland. C'est pas leur histoire, mais je devais faire la blague. Oui, voilà, on va pas expliquer la blague, hein, pas ici. Je trouve qu'ils sont respectueux dans le sens où ils déterrent des licences qui sortent de nulle part. Je veux dire, un Actraiser Renaissance, même si on repassera sur le côté graphique qui laisse un peu à désirer, mais ça sortait de nulle part et c'est bienvenu. Oui. Live Alive en HD 2D, Chrono Cross qui débarque. Pour la première traduit fois en français en Europe, en plus. Pour la première fois en Europe. Je veux dire, là en ce moment, c'est des successions d'annonces qui sont cool. On repassera sur les annonces du State of Play, qui finalement c'était plus un Square Enix of Play, mais voilà, on y reviendra parce qu'il y a eu des retours de licences qui, c'était complètement inattendu. Donc là, pour le moment, je trouve qu'il y a des bons moves, et ça s'inscrit, si tu veux, je trouve, dans cette politique de respect, on va dire, des joueurs, et de se rendre compte que vous aviez raison. On n'a pas forcément fait les choses bien avec Chrono Trigger à l'arrivée, et qu'aujourd'hui, il y a des trucs qui sont, on va dire, indispensables pour des vieux jeux, si on veut respecter et qu'on veut vendre surtout ces jeux-là, quand c'est des choses qui sont disponibles sur émulateur depuis très 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 longtemps. Il faut le dire aussi au bout d'un moment, hein, accélérer les combats, etc. Là, le fait d'avoir du 21/9e qui est supporté par le jeu, et c'est pas juste étiré, hein, c'est le jeu qui est en 21/9e. Moi, je trouve que c'est des super ajouts et qui pourraient laisser préfigurer peut-être une arrivée sur console, j'espère. J'espère aussi. Le truc, c'est que tout ce qui peut nous éloigner de la version DS me rend heureux. Pourquoi ? Parce qu'elle coûte à peu près 100 balles. Moi, ce que j'espère, au fond de moi, c'est qu'on ait une version physique, alors peut-être pas unique, mais genre en mode double pack, comme avec Final Fantasy 7 et 8. Chrono Trigger, Chrono Cross. Ouais, ça serait bien. Oui, ce serait très bien. En vrai, s'il devrait y avoir une version physique, je la vois uniquement comme ça, parce que ça vaudrait pas le coup de mettre qu'un seul jeu dedans. Non. Autant foutre les deux et puis mettre 60 boules pour les deux. J'aurais mis 40 moi. Ouais, 40 peut-être plutôt. 40, je trouve ça mieux. Hein. Ouais, mais je sais plus, c'était quoi le prix de base de FF7-8 ? Je sais plus. Je crois que c'était dans ces eaux-là. Hein. 60 ? Ouais, il me semble que c'était dans ces eaux-là. Hein. Ok. Il y a deux jeux après.
Il me semble que le Final Fantasy VIII Remastered de base était genre à 25 balles, 30 balles tout seul. Oui. Je voudrais pas dire de bêtises. Hein, non, mais c'est pas... C'est pas des prix déconnants sur Switch en tout cas, je trouve. Non, effectivement. Voilà. Ce serait moins cher ailleurs. Vous avez des choses à rajouter les autres ou c'est des trucs ça vous parle absolument pas? Alors, Chrono Trigger, je crois. Tu le sais très bien, tu le sais que ça ne me parle pas ce truc. Moi je suis passé totalement à côté de cette expérience depuis toujours. Je crois que le genre similaire avec lequel j'ai commencé c'était Golden Sun. Ah. Et je me suis arrêté parce que j'ai jamais réussi à le finir. Il y a 20 ans d'écart. Il y a 20 ans d'écart. Non, j'ai totalement raté, mais effectivement, je regrette un peu l'absence sur les consoles, parce que ça serait peut-être une belle porte d'entrée sur Switch, pour le coup. À moins que tu sois résolu à explorer quelque chose de vraiment dans le passé. Chrono Trigger, bon, t'es pas obligé. Pour moi, c'est un très bon jeu. Il fait partie des meilleurs jeux de la Super Nintendo, mais c'est la Super Nintendo. Non, mais ça, tu vois, c'est le genre de jeu que j'y jouerais s'il était sur un catalogue de jeux en ligne qui serait lié à Nintendo. Voilà, auquel je pourrais jouer si je paye un abonnement tous les mois, mais dans lequel je paye pas spécialement le jeu. Enfin, un truc assez... c'est audacieux. Il y a personne qui fait ça actuellement. Donc, personne. Malheureusement, voilà, en tant que personne qui a pas joué, parce que ça date, j'y mettrais pas trop d'argent, je t'avoue. Oui, mais c'est normal. Vu la politique, parce que alors c'est cool pour les joueurs que j'ai dit tout à l'heure, oui et non, effectivement, tu fais bien de me pointer du doigt. Vu la politique actuelle de Square Enix qui est dans le retravail de licences qui sont un petit peu de leur patrimoine historique, il y a peu de chances que ça débarque sur le Nintendo Switch Online un jour, ce genre de jeu. Oui, très probable. Que ce soit Live ou des Secrets of Evermore ou des trucs comme ça, je pense qu'on peut se brosser pour les voir débarquer sur le catalogue de Nintendo Switch Online. Et c'est ce genre d'annonce là, ça fait qu'enfoncer le clou à mon sens. C'est dommage, mais bon. C'est dommage parce que du coup ils visent vraiment les fans de la première heure ou ceux qui sont arrivés en chemin, mais les nouveaux joueurs, bon. Je pense pas. Je pense c'est surtout que Square Enix décide de continuer à capitaliser sur ces vieilles licences sur le temps, tu vois. Ouais, mais les joueurs vieillissent aussi. Parce que c'est... Oui, mais tu vois, sur le Nintendo Switch Online, t'as beaucoup de jeux pas abandonnés, mais presque, tu vois. C'est genre, ça va en toucher une sans bouger l'autre pour celui qui va mettre son jeu dedans. Si le studio existe encore, tu vois. C'est ça le truc. Oui. Elena, toi, ça t'intéresserait pas de jouer à Chrono Trigger? La DA a l'air sympa, mais après, je sais pas si c'est... Je sais pas ce que ça vaut, Chrono Trigger. Donc, à part le fait que c'est bien quand même de corriger les bourdes qu'ils ont fait à la sortie, bah, j'ai pas d'autre chose à dire à ce niveau-là. Très bien. Bah, écoutez, on passe à la suite. On enchaîne avec un petit résumé de la keynote d'Apple 2022 qui a vu son petit lot de nouveautés. Alors c'est une keynote plein milieu de l'année, donc fallait peut-être pas s'attendre à des grandes annonces aussi vénères que les M1 Pro, M1 Max. Ouais, voilà, j'ai eu tu vois. Alors, je suis toujours là pour attraper la balle. Attention à la capcomisation, s'il vous plaît. Ça commence. Va falloir se calmer. Va falloir se calmer. M1, à quand Max. le super M1 Ultra HD Remix salade oignon? Alors Ultra 16K Remix du coup, parce que la Ultra HD c'est... 16K, ouais, pardon, oui la HD c'est maîtrisé, c'est bon. Ça va. On y est, parce que c'est vrai que j'ai un petit peu du mal à m'y retrouver. Oui, effectivement, il y a Ultra Fusion, j'avais pas vu. Tu vois, c'est... Ultra Fusion. Oui, parce qu'en fait, ils fusionnent deux M1 Max. Ce nom, mon gars. La technologie. La Ultra Fusion... Sans déconner, je suis à peu près certain que dans Yu-Gi-Oh ça doit exister. Oui, mais je suis sûr que ça existe. Là, je le vois arriver sur la scène et faire. Nous avons une carte dans la main. Je vais utiliser l'Ultra Fusion, Kaiba. Là, il y a un grand flash et tu vois les deux puces qui se réunissent. Je peux fusionner des monstres depuis mon deck, ma main et ton classeur au sol, Kaiba. Tu as perdu. Alors on vous a spoilé un petit peu la grosse annonce entre guillemets qui avait été présentée lors de cette keynote, à savoir le M1 Ultra, la puce M1 Ultra, qui sera incluse dans le Mac Studio. Donc le Mac Studio qui est un petit peu l'évolution du Mac Mini. C'est un Mac Mini sous stéroïde. Sous stéroïde avec un ventilo, parce que forcément quand t'as deux puces M1 Ultra qui ont fusionné, deux puces M1 Max qui ont fusionné, pardon, ça doit chauffer un petit peu plus. Du coup, il lévite un peu, c'est sympa. Genre, il touche pas le sol. Ah ouais, grâce au ventilateur, c'est ça. Alors, non, du coup, ne racontez pas. S'il vous plaît. La non, team premier degré, où êtes-vous? Ah bon, ça lévite, c'est incroyable, ça doit coûter cher. Oui, par contre, ça coûte cher, du coup. Ça commence à 2200 balles.
le Mac Studio pour la version avec le M1 Max, parce que tu peux en avoir une avec un M1 Max. Si tu veux le M1 Ultra, ça peut monter à 4000 balles. Après, dedans, voilà, ça embarque un truc qui est techniquement 3,5 fois plus puissant qu'un M1 standard. Ok. Voilà, c'est, je crois, 1,5 fois plus puissant qu'un M1 Max. Donc, qui est la puce qu'on a embarquée dans... Ce qui est déjà très marginal comme besoin en soi. Oui, alors, si vous avez des montages 8K à faire, c'est bien. C'est-à-dire que moi, je fais du montage, alors je peux monter en 4K avec ma M1. Ouais. Et je suis pas dérangé, ça va. Alors la M1 Ultra c'est overkill si tu veux faire de la 3D peut-être. Oui, mais même le M1 ça a une Max. utilité. Oui. Globalement, je dirais la même chose que je dis tout le temps. Si ça existe et que ça sert. Non, mais ça doit répondre à une demande. Ça répond à une demande très professionnelle. Oui, c'est ça. Dans un milieu très bien spécifique, de personnes qui ont des besoins très gourmands, que ce soit par exemple dans la 3D. publicité, dans la 3D, dans le son. Qui ont certainement très la haine aussi parce qu'ils ont acheté les M1 Max il y a pas longtemps du coup. Mais pas forcément parce que le M1 Max répondait pas à justement ces personnes très particulières là. Je crois qu'avec la nouvelle puce du coup justement il y avait quand même un sacré glow up. Oui, beaucoup, mais pour des personnes qui sont sur des domaines comme nous par exemple sur de la vidéo, pas sur des films, sur de la vidéo, tu vois. Ouais. Là on est vraiment sur des trucs beaucoup plus poussés encore avec le M1 Studio et qui en fait offre un entre-deux entre justement le M1 Max tel qu'on l'a aujourd'hui et qui est le level au-dessus à 10 000 balles entrée de gamme qui est le Mac Pro. Ouais. Tu sais l'espèce de grappe à fromage. Le grappe à fromage, ouais. Mais du coup, ultra modulable qui est le PC fixe le Mac fixe d'Apple. Ça peut nous amener vers un petit rappel. Ne vous jetez pas sur un truc extrêmement cher qui ne vous servira à rien. Bah ça servira pas à rien, mais bon. Non, mais si vous êtes juste un utilisateur, vous aimez les produits d'Apple, ça sert à rien d'acheter un nouveau truc juste pour acheter un nouveau truc. Vous aimez Apple et vous êtes étudiant, alors déjà je sais pas si Apple c'est fait pour vous, mais si vraiment vous tenez à avoir un Apple, je suis pas sûr que le M1 Ultra ça soit le plus pratique pour le MacBook Air avec une puce M1 dedans, c'est très bien. Oui, ça suffira. Qui plus est, si vous êtes étudiant, il y a des offres, vous avez 10% de réduction. Ça parle. Là, il y a les termes qui sont posés. Non, mais je le dis, vous avez 10% de réduction et vous avez une offre avec... On n'est pas sponsor Apple, hein, je le dis. Non, je le précise tout de suite. Après, s'il y a moyen... Il y a une offre bundle de logiciels éducation. Moi, je sais que j'ai eu tout un tas de logiciels, dont Final Cut, pour genre 150 balles le bundle. Tu te sens plus instruit ? Bah, du coup, oui, comme j'ai eu Final Cut comme ça, oui. Bah, voilà. Sachant que, bon, alors voilà, super, on est en train de faire les vendus Apple. Non, mais c'est mais ce qui est cool, en tant qu'ancien étudiant qui avait eu tendance à cracher un peu sur les Mac, etc., en vrai de vrai, c'est un très bon investissement parce que ça va coûter cher, c'est vrai. Mais il y a de fortes chances que le MacBook Air que vous allez acheter, il fasse vos 3, 4, 5 ans d'études. Parce que c'est des trucs qui durent longtemps, même au niveau de la batterie, au niveau de la puissance, ça finit rarement par ramer. Donc en vrai, c'est un bon investissement. Moi, je le sais, le MacBook que j'avais acheté en 2018 et qui était un Intel, c'était même pas un M1, bah, Elena l'utilise encore et il fonctionne très bien avec une très bonne batterie encore. Et c'est un Mac qui a 4 ans. Donc c'est quelque chose qui tient sur la durée et que je sais qu'il va pouvoir encore durer un petit moment derrière. Donc c'est pas inutile. Par contre, voilà, pour revenir à la keynote, le MacBook Studio, c'est vraiment des besoins très spécifiques. Oui, c'est vraiment des besoins très spécifiques. C'est pour ça que j'ai rappelé que il y a beaucoup de gens qui adorent Apple, qui sont fans de tout ce qui sort et tout, et qui cherchent à changer leur logiciel, leur matériel, leur téléphone, etc. à chaque nouvelle sortie. Mais n'oubliez pas que effectivement là, ça va de plus en plus loin en termes de vraiment besoins spécifiques de potentiels utilisateurs. Donc ça sert à rien de mettre d'énormes sommes d'argent juste pour se dire regardez, j'ai acheté un dernier truc, un dernier cri. Je crois que c'est trop tard. Bien attention. Il est trop Les tard. personnes que tu vises l'ont déjà acheté. Alors moi, je vais me faire l'avocat du diable. Je veux dire l'inverse de ce que dit Elena. Achetez cette connerie, comme ça, moi je peux récupérer votre Mac Mini M1 pas cher, parce qu'il va y avoir un raz-de-marée d'occasion. Oui, parce que du coup, pour les plus malins, en vrai, un Mac Mini vous fera très bien l'affaire pour si vous voulez une expérience bureautique et de travail, parce que vous ferez pas du jeu vidéo avec de toute manière. On peut jouer à Disco Elysium. Il y a des jeux qui sont faits pour, mais disons que oui, non. Le jeu vidéo, bon, c'est pas fait pour, quoi. Au-delà de ça, encore une fois, c'est vraiment ce qui a caractérisé cette keynote, c'était centré sur des besoins, une multiplicité de besoins très spécifiques.
parce que en parallèle de cette annonce-là du M1 Ultra, était accompagné un nouveau Mac Display. Des Mac Display qui sont très bons, qui sont très bien calibrés, etc. Mais comme le disait, et j'en reviens à Naotech, ce que j'avais écouté ce matin, sont trop chers pour ce que c'est, parce que avant, à l'époque du X-Play, du XDR, etc., c'est vrai que ça valait le coup de prendre un Mac Display donc, pour avoir un truc ultra bien calibré, etc. Mais aujourd'hui, vous avez énormément de marques qui sont sur ce secteur et qui le font très bien pour beaucoup moins cher. Oui, si on devait nommer une autre marque, moi j'aime bien Asus ProArt, la gamme ProArt de Asus, qui marche très bien. Hein. Et c'est moins cher, parce que là, on part quand même sur des écrans qui commencent à 1500 balles. Et Asus, tu peux en avoir pour 300-400 euros de moins cher, quoi. Ça reste toujours un coût, parce que c'est des super écrans professionnels pour le graphisme, donc avec une colorimétrie au poil de cul. Mais c'est dommage alors t'as de la technologie dedans sur le Mac Display qui est rajouté, t'as des enceintes en audio spatialisation, t'as une puce A13 dedans pour gérer tout ça, mais tout ça c'est vraiment juste comme si on te donnait les sauces gratuitement dans ton menu, quoi. Je veux dire, ce que disait Naotech, du coup, c'est que ça a l'air d'être un truc qui se positionne pour, par exemple, les publicitaires qui veulent qui veulent avoir une stature, quoi. C'est la péter. En termes clairs, c'est de dire se la péter. Sincèrement, je pense qu'il y a pour aussi... le sortir de sa poche. Mais ça vaut le coup de se la péter dans certains domaines. Hein, oui, donc, c'est important dans certains domaines, mais encore une fois, c'est dans les domaines professionnels, quoi. Tu sors ça, ils te disent ok, là, d'accord, t'as de la thune, tu utilises ça, parfait. Mais c'est tout. Moi, je regarde quelqu'un qui essaie de se la péter avec ça devant moi, je fais t'es débile en fait. C'est terrible. Oui, mais ça marche sur la plupart des gens. Je sais. Du coup, alors moi j'ai juste une dernière chose à ajouter par rapport aux nouveautés d'Apple. Il y a aussi, je sais pas si tu comptais en parler, l'iPad Air M1. Oui, je comptais en parler. Ouais. Eh bah très bien. L'étagère, il a vraiment rejoint le côté Apple de la force. Non, mais justement, l'iPad Air M1, je me permets de le lancer. Vas-y. Mais c'est un produit qui est intéressant, mais t'es toujours bridé par le système d'exploitation des iPads, donc bon. Oui, encore une fois, c'est dommage. Et puis surtout, il se positionne bizarrement vis-à-vis des iPad Pro, parce qu'il est à peine, je crois que la version 120 Hz est à peine 50 balles moins cher que les iPad Pro. 120 Hz ? Ouais. 120 pour avoir le 120 Hz sur l'écran, oui, parce que c'est ce qui a été rajouté. T'as à peine à quelques euros en moins de l'iPad Pro, donc autant partir sur le Pro, qui aura des utilités beaucoup plus variées, on va dire. Historiquement, les iPad Pro sont aussi mieux soutenus par Apple. Même l'iPad Pro, genre de 2015, tu peux encore le mettre à jour. Et encore une fois, j'ai l'impression que de plus en plus, on revient sur cette question-là d'utilité très précise pour chaque gadget de Apple, finalement. Il faut vraiment viser un public très ciblé en fonction de ce qu'ils vont utiliser, parce que même par exemple la fameuse différence de prix d'à peine quelques euros, vraiment je pense que la question se pose, est-ce que vraiment tu as besoin de telle machine pour telle utilisation, ou est-ce que tu as besoin de telle machine pour plutôt une utilisation autre? Alors ça c'est pas que valable chez Apple. Oui, là t'es en train de remettre en doute le capitalisme, Léna. Non mais c'est juste, souvent on part, on vient dans le magasin, on nous dit voilà, on a besoin de tel ou tel objet pour faire telle ou telle chose, on nous dit prenez le plus cher, ce sera la solution meilleure. Oui, c'est ce qui s'est passé avec ton micro d'ailleurs. Sauf que est-ce que vraiment c'est raisonnable autant de prendre un truc qui correspond plus à tes besoins et ensuite Oui, mais ça c'est vrai pour absolument tout, mais c'est vrai qu'Apple s'illustre parfaitement là-dedans, quoi. Moi je sais que je vois les M1 Max plus machin Ultra HD Remix là, enfin 4K, 16K Remix. 16K Remix, attention. C'est-à-dire que moi j'ai un MacBook Pro M1 que j'ai eu en réduction avec une offre encore supplémentaire. Et même pas Ultra Fusion. Et moi, il n'y a même pas Ultra Fusion. Après, pour le travail que je fais, il est très très bien. Je me vois pas en changer pour plusieurs années. Je l'ai acheté parce que j'avais besoin d'un ordinateur portable et que celui-là, finalement, Final Cut, je préfère ça à Premiere, c'est tout. Après, ils sont vicieux là-dessus, mais ils sont quand même forts sur la reprise. Il y a un vrai écosystème de reprise quand même. Je sais pas trop. Je sais pas comment ça se passe chez les autres. J'ai pas trop expérimenté. Ce que je sais par contre par rapport à l'écosystème de reprise, c'est que niveau perte de valeur, c'est très lent. C'est bien, c'est positif. C'est bien, je pense que... Alors, c'est très lent. Je pense que les Mac Intel vont perdre de la vitesse très très rapidement dans la mesure où Apple eux-mêmes sont en train de les mettre au placard, je crois, via le système de refurbished. Mais
disons qu'il y a des produits qui sont quand même très bien placés. Là, je regarde, j'ai une amie que j'ai vue là, ce week-end. Elle est graphiste freelance. Elle a fait de la boîte pendant très longtemps. Et maintenant, elle fait de la BD. Et ce qu'elle m'a expliqué, c'est que, en fait, en termes de tablette graphique, genre le MacBook, l'iPad Pro, c'est génial. Elle utilise Clip Studio Paint avec. Et en fait, c'est vraiment un très très bon rapport qualité-prix, quoi. Le produit a une fiabilité. Et une durée de vie aussi. Cool. C'est très cool. Dernière annonce qui aura été une des grosses annonces aussi de cette keynote, ça a été l'arrivée des iPhone SE 3. Donc le principe du SE, c'est censé être, je mets des guillemets, la version low cost de l'iPhone, parce que c'est le des grosses guillemets là que tu mets. C'est le châssis de l'iPhone 6, c'est le Touch ID, mais la puissance d'un iPhone 13 dedans. Mais attention, la puissance brute pour faire les calculs, pour jouer à des jeux, etc. Parce que l'appareil photo, c'est moins bon que les précédents iPhones. Vous avez une puce 5G dedans, donc c'est un iPhone qui s'oriente vers peut-être les plus jeunes, les bourses plus modestes. Mais modeste dans le giron Apple, non, tu vois. Moi, je le vois comme clairement, je le vois comme un iPhone qui est acheté par des parents adeptes de Apple pour leurs enfants, pour qu'ils restent dans le même écosystème qu'eux, pour qu'ils puissent communiquer directement via tous les outils possibles. Donc c'est vraiment un iPhone pour des enfants, des familles de voilà. Oui, non, mais c'est vrai. Non, mais ça se tient. Surtout pareil, si on se dit n'importe quel appareil Apple tient plusieurs années. Là, tu te dis, c'est peut-être le premier téléphone de ton ado et ça tiendra quasiment toute son adolescence, etc. J'aurais tué pour avoir un premier téléphone. Oui, mais tu vois, on va dire, pour le type, pour le type de famille qui sont adeptes d'Apple, je ne pense pas qu'une autre option est possible. Je trouve qu'elle souligne un bon point. C'est compliqué à se figurer parce qu'on est une génération où on n'a pas connu. On a connu la street, les clapets, les coups glissants, les. Mes parents, c'était inconcevable de mettre genre 100 balles dans un portable. Tu vois. On fait une petite séance RP, puis on s'imagine, même pas si RP que ça en fait, parce que nous on est directement concernés, Elena. Oui. Parce que on a des Mac. On peut peut-être se projeter plus facilement. Voilà. Toi et moi. Nous on a un environnement Mac avec MacBook Pro. On a des iMac pour travailler au local. On a des iPhones. On a des HomePod. J'ai des AirPods, j'ai des AirTags. Alors oui, justement, combiné aux AirTags qui permettent de savoir où sont tes affaires ou tes enfants, par exemple. C'est très important. Non, mais on a quand même eu une discussion de est-ce qu'on met un AirTag sur notre chien. Oui. Ça, tu vois que vous avez un problème. Alors ça existe. Tu peux acheter des petites chaînes sur lesquelles tu fous un AirTag et ça pendouille avec le nom du chien et tout sur l'AirTag et tout. Donc ça existe. Un AirTag sur ton chien. Un AirTag sur ton chien. C'est. Waouh. Mais du coup, on en a parlé, on s'est dit en fait c'est peut-être plus utile sur un chat. Mais du coup. Non, parce que ça marche aussi sur les chiens. En vrai, que si t'échappes. Tu vois. À moins que Alexandre finisse par devenir un rebelle de la société et se dise non papa maman je veux un Android. Non je veux pas de téléphone. Ou je ne veux pas de téléphone. Je suis contre le consumérisme. Il sera un grand rebelle. Un Android c'est être un rebelle. Tu parles dans Dragon Ball. Il y a un petit robot, c'est normal. Mais non, les androïdes c'est plutôt l'Empire. Ah oui c'est vrai. Bref, c'est bien mis du coup. Du coup, je disais, pour finir mon analogie, dans notre cas à nous, c'est vrai que c'est plus pratique que Alexandre, plus tard, reste dans cet environnement-là, ait accès à tous les services, parce que c'est aussi une unification des services, tu vois. Il aurait accès à iCloud, à notre iCloud, à nos photos, à nos jeux, à la musique, sans surcoût finalement. Donc. Comment ça s'appelle ? Le contrôle parental. Là, ce que vous êtes en train d'illustrer, en fait, c'est juste que l'écosystème Apple... Oui, fonctionne très bien. Est un piège mortel. C'est tout ce que j'entends. C'est un piège mortel. C'est vraiment, regarde, tu as mis le doigt dans l'engrenage avec ton iPad. Tout le bras qui regarde comment ton MacBook il fonctionnerait trop bien. Tu peux te servir de l'écran de l'iPad comme deuxième écran avec Sidecar. Oh regarde, maintenant je t'ai mis un abonnement, il y a tout dedans et tu peux inviter un copain. Voilà. On parle du cas des enfants, mais finalement pour ceux qui n'ont pas besoin de tout ce qui vient avec le dernier iPhone Pro, etc., toutes les capacités, toute la puissance, même si il est presque tout aussi puissant que l'iPhone 13, on est d'accord ? Oui. Tu prends la version la moins chère, ça va, tu as tout ce qu'il y a dedans, tout ce qu'il faut, et tu l'as dedans. Ça reste intéressant, mais encore une fois, c'est pas un produit d'appel, c'est vraiment un produit, j'ai l'impression, pour continuer
à étendre l'environnement que t'as déjà. Hein. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois, encore une fois, aussi. Et c'est vraiment le produit pour... Ouais, mais tu te rends compte, Alexandre, si tu prends un Android, tu pourras pas être dans cet environnement-là, tu vois, tu en seras coupé, tu seras ostracisé. Mais tu auras économisé peut-être quelques centaines d'euros. Pas nécessairement, en vrai. Pourquoi pour acheter un autre Android même pas 2 ans plus tard? Le truc, c'est que c'est... Non, ça c'est pas vrai. Il faut comparer ce qui est comparable. Les téléphones d'Apple sont certes un peu plus chers que... Vachement plus chers. Non. Non. Attention. Non. C'est justement ce que je suis en train de te dire. Les iPhones, il faut les comparer avec des hauts de gamme de Samsung, etc. Et dans cette gamme de prix, c'est du kiff-kiff. Et un SE, il faut le comparer avec des moyens de gamme. Et dans le moyen de gamme du smartphone, tu as des prix qui sont similaires aussi. C'est en fait le problème d'Android, c'est parce que il y a du très low cost derrière. Oui, mais je veux bien, mais dans ce cas-là, je vais prendre un benchmark à l'appui, quoi, parce que je peux et pas. Voilà. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Non, ça marche pas. Ça ne fonctionne pas. Il faut rester dans les gammes de prix. Il faut pas regarder vis-à-vis, surtout que, enfin. Avant, on pouvait encore dire que Apple, ils font pas d'efforts, qu'ils ont que du haut de gamme avec leur prix et que du coup ça correspondait au prix de Samsung qui eux justement ils se rattrapaient pour aller au niveau d'Apple avec les hauts de gamme. Par contre maintenant Apple il va aussi dans le mid gamme avec des produits moins chers. Bon, tout ça pour dire que si vous mettez le doigt dans l'engrenage Apple, vous attirez toute votre famille dans votre chute. Oui. Prenez note. Vous allez attirer toute votre famille. Vous allez sacrifier toute votre famille sur l'autel de Steve Jobs. Donc réfléchissez bien. Faites attention, il suffit d'une personne. J'étais le patient zéro Apple ici. Oui, c'est de sa faute. Oui, regardez-le, il a été patient zéro. On a tous des iPhones ici maintenant. Dit-il en regardant ses AirPods. J'ai des AirPods. Je veux dire, alors que putain, j'étais bien dans mon environnement pas si cher que ça. Oui, pareil. Mais... Vraiment ? Non, mais j'étais Moi, pas... je me souviens que ça te saoulait de recevoir des SMS ou des mails de discussion qu'on venait juste d'avoir un petit peu avant. Oui, parce que ton téléphone t'écoutait. C'est vrai qu'il m'écoutait pas mal, c'était pas super fun. Après, je suis quand même un mec qui a acheté un Windows Phone à un moment, donc je cherchais un peu la merde. Par défaut, j'étais pas le meilleur client du monde côté achat. Hein. J'ai fait des mauvais choix. Bon, depuis chez Apple, ça va mieux. Bon, c'est vrai. Moi, je voulais mais dire que j'attire des gens. Je voulais dire que la nouvelle couleur de iPhone Pro, elle est pas mal aussi. Ouais, mais ça, j'ai pas envie d'en parler parce que moi ça me fait chier. Alors, j'en ai plein le cul de cette politique de merde, voilà, je dis les termes, de rajouter des couleurs avec le temps. Je le voulais moi, ce vert alpin. Et je peux pas. Même avant qu'il est sorti, c'est ça? Bah oui, ça me l'a fait pour le précédent. À chaque fois, je vois des nouvelles couleurs. Je fais putain. Ouais, le violet là, il était beau. Le violet était magnifique. Il y a ma couleur préférée qui existe déjà en iPod, enfin en iPhone, c'est rouge. Mais oui, mais le truc c'est qu'il y a des couleurs qui arrivent après, c'est chiant pour les autres. Moi par exemple, le violet, j'aurais kiffé. Mais j'avais déjà. Ça y est, je m'étais endetté sur 3 ans. Tu fous un Rhino Shield dessus, tu vois plus la couleur. C'est vrai. C'est vrai que c'est complètement l'appareil photo. Oui, c'est vrai. Oui, je le vois. Il est bleu, je crois. On passe à l'actualité qui suit. Alors, l'actualité qui suit, c'est enfin le State of Play. On y est, mesdames, messieurs. Ça y est, on va pouvoir parler des annonces qui ont été faites par PlayStation. Une présentation qui a un petit peu déçu Internet aussi. Alors, pour être honnête, je vous avoue, je comprends pas trop pourquoi vous avez été déçus. Il y avait des gens, même jeuxvideo.com, qui a fait tout son résumé sur lequel on a récupéré du coup le résumé des annonces, nous dit oh là là, on s'attendait à voir du God of War, etc. Mais ils sont arrivés comme moi finalement, comme des idiots, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas vérifié quel genre d'annonce c'était. Mais ça a été dit par PlayStation, oui, non, mais c'est ça, mais c'est focus sur les jeux japonais. Moi je suis arrivé, je me suis dit, quoi, c'est ce bordel, il y a que des jeux japonais. Et à la fin il me dit, mais t'as conscience que c'était un State of Play spécial Japon? Non, parce que moi j'en voyais certains qui disaient il y aura peut-être du Hogwarts Legacy, etc. Regardez, ils ont dit que ce sera focus japonais, mais qu'il y aura des nouvelles des jeux occidentaux. En général, un peu. On en a eu, mais je le voyais arriver que quand tu dis ça, c'est plutôt que les éditeurs sont japonais et que les développeurs, certains, ne le sont pas. Ce qui est le cas. Le développement notamment de Forspoken, il me semble que c'est du développement partiellement occidental dedans. Pour reprendre l'exemple de Forspoken en tout cas. Bref, toujours est-il que on a eu des annonces qui je trouve sont plutôt sympas. Le State of Play a été rythmé par des rumeurs, d'un leak entre guillemets, du fait que Sony aurait racheté une IP
Konami, donc soit Metal Gear, soit Silent Hill. Et là, on avait vu toute la presse reprendre. La brûlure indienne arrive. Exactement. La brûlure indienne arrive. C'était un fake. Tout le monde, littéralement tout le monde, a repris un Gus random qui avait fait un tweet et son compte est un compte parodique. Qui s'est renommé entre-temps, les journalistes ne font pas de recherche. Donc c'est une vraie la brûlure indienne est là, c'est officiel. Oui. Ça fait mal, hein. Il les a tous eus et en plus il se moque. Oui, mais c'est bien de temps en temps, finalement, quand ça tape pas sur les influenceurs au moins. Des fois. C'est vrai qu'il y a beaucoup de tapage sur les influenceurs, etc. Mais là, il a rendu justice. Je trouve ça d'autant plus terrible que moi, avant de faire ces Blast News, j'ai tapé sur Google Sony achète IP. C'est une rumeur qui existe depuis déjà 2 ans que Sony rachèterait soit Silent Hill, soit Metal Gear. C'est un truc qui revient régulièrement en mode blague. Donc même le mec qui a fait la blague, il est pas allé la chercher bien loin, vu que c'est un truc qui existe depuis longtemps. Elle était par terre depuis un moment, quoi. Du coup, t'es en train de me dire qu'il y aurait des journalistes qui font dans les news émotionnelles, c'est-à-dire qu'ils voient un truc et ils disent oh putain. Il y a aucune réflexion, quoi. C'est juste, c'est un truc qui buzz en ce moment, on fout l'article et puis basta, quoi. C'est triste un peu. C'est pire que les influenceurs. Hein. Mais il y a on en a déjà parlé. Il y a une influencisation. Le terme n'existe pas, mais je l'invente des journalistes avec le temps. Mais ça, c'est un autre débat pour le coup. Alors, le terme n'existe pas. Je vois ce que tu veux dire, mais il faudrait un terme plus précis. Les journalistes sont dans le panier des influenceurs en fait. De base. Ils ont en fait avec le temps, ils sont passés du côté influenceur et ça se sent à peu près sur tout ce qu'ils font, même dans leur manière de traiter l'information. Du côté sensationnel de la force. Oui. Voilà. Alors ils sont pareils. Comment ça a un nom, c'est du journalisme d'entertainment. Moi je dis ils ont juste oublié qu'est-ce qu'ils doivent faire comme travail. Merci. Comment ? Tu as dit quoi ? Moi je dis juste qu'ils ont oublié ce qu'ils doivent faire comme travail, c'est-à-dire vérifier les sources. Non mais elle a pas tort. Elle a pas tort, mais tu sais, quand tu le dis ça fait tellement mal, mais elle a pas tort, c'est vrai. Et qu'on le veuille ou non, même les influenceurs et les youtubeurs sont soumis à ça, et je peux vous dire que si vous ne vérifiez pas vos sources, vous vous faites soulever. Les youtubeurs sont pas des journalistes. C'est pour ça qu'il y a pas mal aussi de gens qui sont justement dans la sensation et qui font tout pour faire ça. C'est tout en marché. Mais comme ils sont pas journalistes, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais c'est leur boulot de faire ça. C'est déjà très mal vu. De divertir. Les journalistes, leur travail, c'est d'informer. Exactement. Il y a une échelle, on va dire, de responsabilité, je trouve. Oui. Que Martin découvre ce tweet et se met à le relayer sur son compte. Bon, c'est pas bien, mais c'est pas grave parce que c'est Martin. Il est peut-être juste très hype. Je sais pas, moi, il a 22 ans, il est étudiant, il est juste très hype, il adore jouer à la PlayStation le week-end. C'est pas grave. C'est pas son taf de vérifier les trucs, tu vois. Au degré au-dessus, t'as Ico, YouTuber, qui a quand même une responsabilité d'avoir beaucoup de monde qui le suit, donc relayer des fake news, c'est déjà un peu plus grave. Il faut pas le faire. Mais l'erreur est humaine, c'est pas grave. Et de toute manière, le cœur du métier, j'ai pas de formation pour faire ça, etc. Donc, c'est pas dramatique. Mais attention, vérifie. T'as quand même, Ico, t'as quand même une responsabilité derrière. Présente tes excuses à minima pour dire c'était une fake news, c'était une parodie, je me suis fait avoir, etc. Lolilol, abonnez-vous. Ça, c'est, on va dire, et t'as le degré qui nécessite, on va dire, le plus au-dessus de responsabilisation, c'est que t'as non seulement un énorme public qui est derrière, qui va te suivre et prendre pour argent comptant ce que tu dis, mais qui en plus a une formation théorique, a une carte de presse. Oui. C'est le journaliste. Donc, c'est à eux qu'on attend, en fait, c'est de eux que devraient venir des démentis, pas du relais d'informations. Des confirmations, des démentis, mais pas des relayages, on va dire, sensationnels ou émotionnels. En mode, oh putain, on a vu ça passer, alerte rouge, non. Avant de hurler à l'alerte rouge, tu fais un clic droit à rechercher, ce qui est plutôt accessible en soi. Et je trouve ça d'autant plus dommage que aujourd'hui, j'ai l'impression que le métier de journaliste jeux vidéo et le métier de journaliste de base, c'est souvent pointé du doigt et il y a des cas de harcèlement assez vénères qui sont pas bien. Je trouve ça dommage, tu vois, de mettre de l'huile sur le feu, quoi, finalement, à chaque fois, parce que c'est pas quelque chose de bien qu'il faut faire, quoi. Je suis pas en train de vous dire, faut légitimer le harcèlement, etc. C'est pas du tout ça. Je trouve que c'est dommage parce que c'est des fautes pro, quoi. Oui, il y a aucune raison de harceler pour ça. C'est des fautes professionnelles. Ça ne mérite pas du harcèlement, mais ça doit être pointé du doigt, ça c'est sûr. Ah oui,
ça doit être pointé du doigt parce que c'est grave. Attention les mecs. On sous-estime un peu le concept de carte de presse, mais quand t'as une carte de presse quand même. Surtout quand dans ce cas-là, 5 minutes de recherche, ça te permet de te douter un petit peu quoi. Finalement, je dis la simple étape clic droit rechercher par et tu trouves vite le pourquoi du comment et finalement c'est l'étape que les influenceurs ont généralement quand ils se laissent pas trop avoir et qu'ils sont méfiants, c'est ce qu'on fait nous, tu vois, clic droit rechercher, alors qu'est-ce qui se passe, mais les journalistes normalement, tu l'as dit, ils ont une formation, ils savent comment, on va dire, remonter une information et on va dire la valider, et c'est vrai que c'est terrible. C'est terrible parce que ils confirment juste ce que tout le monde dit et ce qu'on sait tous, c'est qu'ils sont dans le divertissement, l'information de divertissement, encore plus quand il y a ce genre d'événement. Ce qui est d'autant plus terrible, c'est que dans ce cas-là, le mec qui a lancé cette rumeur-là... En plus, ils se foutent de leur gueule, c'est terrible. Oui, non, mais c'est après coup, mais le mec qui a lancé cette rumeur, c'est un compte qui venait d'être créé avec son seul tweet qui a buzzé. Donc l'information a été relayée comme étant vraie parce qu'elle a buzzé. D'un compte qui était né le jour même. C'est ça. Ce qui est, encore une fois, c'est grave. Mais bon, qu'est-ce que tu veux dire ? Après, tu sais, il y a le fameux concept d'écoulement. Il suffit qu'il y ait un mec qui se fasse avoir et ça peut faire un effet domino. C'est peut-être ça aussi. Hein. Je vais pas non plus cracher sur tout le monde, mais... Bref, cette information était fausse et ça s'est bien vu sur le State of Play. Enfin y arriver. Un State of Play qui, à titre personnel, j'ai trouvé très cool. Mais encore une fois, c'est ce genre de direct comme Nintendo en a fait très régulièrement en réalité, qui présente... Vous pouvez pas dire que c'est des jeux de merde. Il y en a dans le lot, on sera peut-être un peu moins dithyrambique, mais avec des bons jeux. Mais des bons jeux qui touchent pas tout le monde. C'était très clairement loin d'être un state of play rassembleur en mode AAA et jeux qui font l'unanimité. Ça c'est clair et net. Mais il y avait des trucs vachement cool qui personnellement m'ont beaucoup touché. Je serais peut-être pas aussi dithyrambique à titre personnel sur Exoprimal, qui a été annoncé, qui est une nouvelle licence de Capcom, qui est un trisome entre Anthem, Jurassic Park et Earth Defense Force. C'est comme ça que je le vois. C'est bien décrit. Je pense qu'on aura de toute manière plein d'infos dans les mois qui suivent parce que le jeu il est pas prévu pour cette année. Je sais pas ce que vous en avez pensé de cette présentation d'Exoprimal ou moi ça ça ne m'a absolument pas touché, mec. Je sens la déception arriver, c'est terrible. Ça a l'air d'être un jeu service, hein, surtout. Ça a l'air d'être un jeu service et j'ai l'impression qu'ils ont pris tout ce qui n'a pas réussi ailleurs pour en faire un seul jeu. Du coup, j'applaudis un peu la prise de risque, parce que d'habitude on prend le meilleur de chaque jeu et on essaie de faire un truc stylé. Là, ils ont pris le pire de beaucoup de jeux pour les rassembler. Donc j'attends de voir, mais... très curieux, on verra d'ici 2023 comment ça se porte. Serait-ce le premier faux pas de Capcom cette année ? Pas vous, Capcom, pitié. Pas après tout ce que vous avez fait. Alors, il y a eu Resident Evil 3 Remake. Oui. C'était pas cette année, mais c'était un faux pas. Oui, enfin, c'est relatif comme faux pas, c'est pas nul. C'est pas nul, mais c'est pas... C'est peu il y a faux pas sur le sol et faux pas dans les escaliers, tu vois. Ouais, voilà. Je vois ce que tu veux dire. Exoprimal, ouais, c'est plus... on s'approche de l'escalator même, tu vois. Exoprimal, c'est l'écharpe qui se prend dans l'escalator, voilà. C'est l'angoisse que tout le monde, c'est l'angoisse que tout le monde a dans les escalators. Je crois que c'est dans Watchmen, il y a un mec qui est mort comme ça, genre oui si c'est Bill Dollar, sa cape se prend dans une porte automatique circulaire là. Et du coup il se fait tuer dans le pas de cap. On a enchaîné sur de la présentation de Ghostwire Tokyo qui a l'avantage d'avoir une date de sortie précise et très proche. Mais qui pue, j'en vois. Moi, plus personnellement, me refroidit. Il y avait un côté très cryptique sur les premières présentations. Là, on entre plus dans l'action et dans le cœur du jeu, j'ai l'impression. Je m'attendais à avoir un truc qui allait vraiment me jouer sur la psychologie et la peur, et là, je me rends compte que ça va castagne sévère. C'est plus proche d'un Deathloop, en fait, que d'un Evil Within. Après, l'ambiance a l'air superbe. L'ambiance est unique. J'espère juste que ça va pas se limiter à un simple genre boss fight entre guillemets où t'as des petites zones où tu tabasses juste les tel ou tel yokai, parce que finalement c'est un jeu sur le combat contre les yokai. C'est ça. C'est une thématique très prisée quand même au Japon, ils adorent ça. Regarde, Yokai Watch. Non, mais les un peu horreur, y a mythologie japonaise, etc. Mais à voir comment ça va se placer dans le monde réel, parce que ça se passe dans le monde réel, dans le monde moderne.
C'est ça. Bon, moi je sais pas, je suis mi-figue mi-raisin, j'attends de voir en fait j'attends d'y goûter. Moi je trouve ça assez curieux quand même. On a eu un petit peu de démonstration de Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, donc la démo qui est disponible maintenant. Le jeu sortira le 18 mars. Et vous y attendez quelque chose? Moi alors, j'ai le code de Stranger of Paradise, je l'ai reçu un petit peu en avance. Je suis en train de le tester, mais j'ai pas le droit de vous dire ce que j'en pense. Mais vous, du coup... Cut my life into pieces. This is my last resort. Qu'est-ce que vous en attendez, vous Est-ce que ça vous plaît? Tu vois le bruit que tu viens de faire? Tu vois, là, tu viens de te trahir, t'as inconscient. Voilà, c'est exactement ce que Alors moi, je vais te dire ce que j'en attends. Eh ben, c'est... Je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'on... Elena, toi aussi Moi, disons que j'ai pas beaucoup d'attache non plus avec Final Fantasy, donc pour le moment, j'attends rien du tout de ce jeu parce que personnellement, j'y compte pas y jouer. C'est une variante de... C'est ça, c'est la version articulée de... On va dire que moi, je suis plus intéressée par un autre jeu qui arrive tout juste après, normalement, dans la liste. Trek to Yomi? Non. Ah, parce que c'est le jeu qui a été présenté ensuite, Trek to Yomi. Au début, on a cru que c'était une extension ou la suite de Ghost of Tsushima. On était heureux. Oui, alors il y a eu un petit, espoir qui est né pendant 10 secondes en mode putain, ça y est. Ça y est les gars, ça arrive si vite? Non, quand même pas. Non, ce n'était pas Ghost of Tsushima, alerte bleue finalement. Mais ça a l'air très cool en vrai. Ça a l'air d'être un threesome. Encore. Faut que t'arrêtes avec ces comparos là, c'est pas possible. Mais le trailer était joli. Tu peux moi, dire j'ai mélange. trouvé ça joli. Ça a l'air d'être un threesome entre Muramasa, Ghost of Tsushima et Sifu. Ce qui n'est pas forcément le meilleur threesome, disons les termes. Sifu est très cool, mais j'espère que c'est pas ça. Du coup, le jeu est attendu pour le 3e trimestre 2022, c'est-à-dire avant le mois d'octobre. Ok, bah écoutez, ça a On l'air verra sympa. bien parce que pour le moment il n'y a pas de l'ambiance a pas l'air d'infos cool. plus précises. Alors j'ai pas tout compris, j'ai pas cherché non plus. Après le côté très, je sais pas si t'en souviens, ils mettaient des noms d'acteurs ou de personnages. Oui, j'ai vu, c'est peut-être C'était pour le les doublage. Seiyu, non? Je crois peut-être c'était les Seiyu. Alors quand j'ai vu ça, je me suis dit quand même, est-ce que c'est moi qui, enfin ça se voit que c'était pas nous qui visaient, tu vois, avec ça. Hein, ouais. Pour le coup. Mais l'ambiance a l'air bonne et enfin on est sur la lignée des jeux qui reprennent cette ère et cette époque avec une certaine approche qui est très cool. Genre ne serait-ce que la VO. Je suis content. Continuez de faire ça. Je veux des jeux doublés en VO. Quand c'est en Italie, parlez italien s'il vous plaît. Pas doublé quoi. Oui voilà, pas doublé quoi. Bah si, ils sont quand même doublés, c'est des jeux, c'est pas des vrais acteurs, tu sais. Vas-y, la team premier degré, ça y est. D'Assavant. Ça y est, tu t'es fait premier degré. Putain. Tu t'es fait premier degré. J'ai fait attention, hein, j'ai tenté d'esquiver. Mais non, voilà, je crois que c'était finalement ce qui m'a le plus intéressé dans ce State of Play. Trek to Yomi, d'accord. On a eu du Forspoken, alors là pour le coup je crois que c'est moi qui suis le plus intéressé du lot, qui à ce propos a été repoussé. Moi je suis curieuse aussi de voir, mais j'ai peur que ça va se passer comme presque avec tous les plus gros jeux intéressants qui sortent, c'est-à-dire que je vais te regarder jouer et j'y jouerai jamais. Alors, ça dénonce, tu lui passes pas la manette. Mais si, elle a le droit d'y jouer. Mais non, parce que la manière dont elle l'a dit, c'était en mode tu me laisses pas jouer. Non, c'est pas dans ce sens-là, c'est juste on va dire je suis en let's play avec Florian, ce qui fait que ensuite j'ai pas envie de jouer. Elle a beaucoup apprécié Elden Ring. Oui. Mais est-ce que tu vas jouer Elden Ring? Bah je serai obligée. Oui, mais ça on vous dira pour plus tard. Ouais, moi Forspoken je l'attends parce que je trouve que c'est une proposition intéressante. Je trouve que le gameplay a l'air très nerveux. Ça me rappelle beaucoup Infamous avec davantage d'options. Le côté surfing là, un peu. C'est vrai qu'il y a un petit le gameplay a l'air de me plaire. Le monde ouvert a l'air très détaillé et moi ça me plaît beaucoup. Le seul bémol que je vais apporter, ça va être concernant l'histoire parce que je ne suis pas fan des isekai de manière générale. Ah bon, t'as pas aimé Pokémon Arceus? Alors t'as pas aimé Pokémon Arceus? C'est plat quoi. Le fait de se faire isekaiser, ça sert à rien dans le jeu. Et ça se résout pas d'ailleurs, mais bref. Ça se résout même pas du tout. Il y a aucune fin à ça. Mais là, j'espère que du coup l'aventure que va vivre le personnage, le jeu est magnifique. T'es en train de faire tourner les images et tout. Moi, je trouve ça très beau. Après, on est en 720p là, j'ai l'impression, mais le jeu est très beau, effectivement. Écoutez, encore une fois, le côté isekai, jusqu'à dernière nouvelle, les Japonais, ils adorent ça. Mais tout le monde adore ça, pas que les Japonais. Les Japonais particulièrement. Mais c'est juste que... S'évader du monde réel, c'est leur kiff. Ouais, mais je trouve que narrativement, c'est très dur de trouver, tu vois, un isekai qui apporte quelque chose. À part Alice au Pays des Merveilles. Oui, voilà. C'est le fil à suivre, il peut être très lassant ou très prévisible finalement. C'est-à-dire que
Je préfère rien dire sur les isekai japonais que je connais. Parce que, ils sont bizarres ceux que tu regardes. Ils sont tous interdits au moins de 18 ans. Non, pas du tout, mais c'est juste compris, que... tu dois repeupler une planète, un truc en genre, c'est ça. C'est juste que je vois des trucs très récurrents, tu vois. Ouais. Genre, bien sûr. C'est toujours les mêmes trucs. L'apologie de trucs vraiment pas cool, en fait. Ça reste très cliché à chaque fois aussi. Alors là, c'est pas simplement cliché, là, il y a des problèmes, là. Arrêtons de là. Bref, j'attends Forspoken, un truc qui va peut-être plus parler à ces messieurs ici. C'est Gundam Evolution. Ah. Alors, Overwatch Gundam. Moi, ça me parlait avant que j'y vois un très gros parallèle à Overwatch. Non, mais de toute façon, ça fait plusieurs mois qu'on sait qu'il est là. Oui, mais c'est dommage parce que je pense qu'il y aurait eu peut-être une meilleure approche à faire. Après, c'est pas ce qu'ils cherchent, je m'en doute. Mais j'aurais kiffé un Gundam un peu à la Titanfall, tu vois. Non, mais moi, je m'en fous. Je suis content d'avoir mon jeu Gundam. Mais ça va faire bagarre. Je veux des robots bagarres, mais mieux que ça. Moi, il y a un truc qui me perturbe dans ce qui a été présenté de Gundam Evolution, c'est que on est d'accord, les Gundam c'est des mechas. Oui. Ben, je trouve ça chelou le jeu des échelles parce que du coup tous les environnements sont à taille de mechas. Donc du coup j'ai du mal à m'imaginer qu'il y a des humains dedans. Du coup j'ai l'impression que c'est plus des mini pouces quoi. C'est ce qui est problématique. C'est genre là quand je l'ai vu c'est pas Gundam. Enfin. Alors. C'est Robo Wars. Alors, à la limite, il y a plusieurs timelines dans Gundam. Il y en a une dans laquelle c'est des enfants qui jouent avec leurs figurines articulées. Il y a 3 animés dessus, je crois. Ouais. Plus, peut-être. Genre, ils jouent dans des environnements et genre, c'est des machins en 3D. Du coup, tu peux imaginer que c'est là-dedans. Parce que... Mais le problème de l'échelle des Gundam et des machins qui sont à échelle de Gundam, c'est récurrent, t'en fais pas. Ah, d'accord. Non, parce que vraiment, je me suis dit, ils auraient peut-être dû rajouter, je sais pas, moi, des vaisseaux spatiaux qui mettent des humains dedans, ou des tanks, ou des villes, tu vois, qui te rappellent que c'est des finalement, humains qui sont dans des robots. Finalement, tu décris Titanfall, c'est parfait. D'accord, ok. Parce que c'est juste un truc qui me gêne, quoi. Alors, pas le tank. Le gun tank. Le gun tank, oui. Excusez-moi, c'est un mecha, ok. Le gun tank. Très bien. C'est pour affronter les Gundam. Mais réfléchis, mec. Avec le gun canon. Le gun canon. J'étais très heureux de voir qu'il y aura une mise à jour de Returnal qui apporte de la coopération et une sorte de donjon à 1000 étages. 1000 ? Non, il n'y en a pas 1000, mais il y a beaucoup d'étages. Disons que tu as plusieurs phases et tu as 20 étages par phase. Donc ça fait, c'est le fameux donjon à 100 étages qui est rajouté dans un roguelite. Je trouve ça très cool. La coopération, alors elle ne sera pas en écran splitté, elle sera entre 2 personnes qui possèdent le jeu à distance respectable. Respectable, attention. Respectable, très attention, effectivement. Donc moi je suis très heureux de voir ce jeu continuer à exister avec une mise à jour gratuite en plus. Mais en plus elle va arriver très très vite, elle sera disponible le 22 mars. Exactement. On va arriver sur... comment dire, la période moins cool, Gigabash, bon, ça existe, c'est un jeu avec des kaijus, tu dois combattre des kaijus. Oui. Pourquoi pas. Cool. Il y a la compilation Kawabunga Collection. Tu dis pas ça avec assez d'entrain, je trouve. Non, moi pardon, je suis content pour Gigabash, je sais pas comment ça va se traduire, mais je suis content. Bah, c'est une compilation de 13 jeux Teenage Mutant Ninja Turtle. Mais Ninja. moi je te parlais de Gigabash, non, toi, mais... attends, mais ce que t'as pas compris, c'est qu'on n'interrompt pas les Tortues Ninja, mon pote. C'est pour ça, je pensais que le message était clair, mais... Bah écoute, je suis content pour les Tortues Ninja. Il y a beaucoup de bons jeux. Ouais. Évidemment pas celui auquel vous pensez, bande de sagouins. Celui-là est nul à chier. Mais autrement, il y a beaucoup de bons jeux Tortues Ninja. Bah, c'est une plutôt bonne nouvelle, à voir si la tarification est pas trop élevée. Oui. C'est quand même 13 jeux. C'est dommage que ça soit pas dans une offre qui serait sur... J'aime pas remettre ça sur le tapis, non, tu vois. Une offre en dématérialisé. Ouais, en démat. Avec un abonnement. Un genre d'abonnement avec un package. Ça serait génial. Pourquoi personne fait ça ? T'as des nouveaux jeux tous les mois. Je suis déçu. Oui, mais là, tu pourrais le posséder en physique. Oui, pour 60 balles, plus 10 € pour un upgrade sur la PlayStation 5, je suppose. Peut-être même 70 balles, parce que ce serait disponible qu'en import, parce qu'il y aurait que les Japonais qui feraient la version Exactement, physique. et peut-être qu'il y aurait même pas de traduction pour des français. Tortues Ninja ? Non. Il y aurait que les Américains. Oui, pardon, excusez-moi. Disponible uniquement sur Limited Run. Ah, j'ai très envie de l'acheter. On a eu du Jojo Bizarre Adventure All-Star Battle Air. Alors, du coup, portage du jeu vidéo de 2013. Ouais. JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle qui avait été développé par CyberConnect 2 et édité par Bandai Namco. C'était un jeu qui avait vraiment le cul entre 2 chaises. Il se voulait très fanservice, mais en même temps un peu technique. La raison pour laquelle, enfin une des raisons pour laquelle il n'a pas été très populaire, c'est parce qu'il était un peu mou du cul
parce qu'il tournait que en 25 images secondes. Ça picote. Je crois que c'était entre 25 et 30, si je dis pas de conneries. Là, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont rajouté à la fois du contenu et des options de gameplay. Je me souviens, il y a, je crois, une quarantaine de personnages avec les DLC dans la version PS3. Là, ils en promettent 50 dans ceux qui ont déjà été révélés dans le trailer. Même pas forcément genre volontairement. On a vu le nom de Trish dans un des trucs. On imagine que ce sera très orienté fanservice en rapport avec l'animé. Donc s'il y avait des personnages supplémentaires, je parie éventuellement sur ceux de la partie 8, 2-3 de la partie 8. Il n'y a même pas forcément que de l'animé, parce qu'il y a Jojo Lion et la partie 7 aussi. Ouais, alors pas forcément de l'animé, mais il est quand même très orienté vers l'animé. Oui, avec tous les... Il y a les coloris des personnages ont été revus, maintenant c'est ceux de l'animé. Les doubleurs ont été changés, c'est ceux de l'animé. Il y a quand même quelque chose... Après, c'est l'animé qui a beaucoup le vent en poupe en ce moment, c'est peut-être pour ça... Faut pas perdre les joueurs non plus. Très probablement. Fans, on se dirige vers quelque chose d'extrêmement fanservice. Tant mieux. C'est génial. C'est du bon fanservice là pour le coup. Pour le coup, des jeux Jojo, ça court pas les rues non plus. Non. On profite de ce qu'on a, quoi. Si vous pourrez vous découvrir en avance, du coup, pour celles et ceux qui ne regardent que les animés, des personnages de la partie 7 et de la partie 8, du coup, de Jojo Bizarre Adventure. Vous n'allez rien comprendre, mais... D'ailleurs, il se peut que le jeu sorte avant la fin de la partie 6. Ce qui est embêtant. Le jeu est prévu pour cette année. Oui, donc pour être tout à fait honnête, ne jouez pas le mode histoire jusqu'à la fin de la partie 6. Arrêtez-vous. Oui, parce que en vrai, c'est dommage, parce que pour le coup... Parce que du coup, le mode histoire, s'il garde le même mode histoire, il est assez explicite. Sinon, essayez de rattraper au maximum le manga. Oui, version... Après, est-ce que c'est pas cool de se faire spoil par un jeu vidéo ? Non. C'est vrai que c'est pas cool. Pas comme ça. Le spoil, si t'aimes pas le spoil, c'est jamais... C'est toujours trop résumé dans les jeux vidéo. T'as pas la mise en scène, les moments, les climax. Puis d'autant plus que là, moi j'ai fait la première version du jeu, All Star Battle en 2013. C'est vraiment juste un jeu de combat. Donc disons que la fin de la partie 6, c'est pas simplement une histoire de combat. Tu verras. Je veux pas savoir, ne me spoil pas, let's go. Ce sera disponible, donc du coup ça a été présenté sur le State of Play, donc ce sera disponible évidemment sur PlayStation 4 et PlayStation 5, mais pas que. Switch. Ce sera sur Switch aussi. Ce sera sur Switch, le sur bazar. Xbox et sur PC aussi. Alors, je pense qu'on peut parier sur un 60 images par seconde sur de la PS4 et de la PS5 surtout, sur Xbox aussi. Sur PC aussi. Sur PC aussi, je serais moins enthousiaste sur Switch évidemment. Ah bah bien évidemment. Mais bon, au moins c'est disponible sur Switch aussi. Mais très content du coup de la version PC parce que je suis certain qu'on aura des combats de Bob l'éponge avec son stand Patrick. Il va y avoir des grosses dingueries modélisées en 3D. Oh mince. Et ça va être beau. Et ça va être beau. Ils vont rajouter plein de trucs. Ils vont rajouter plein de conneries. Parfait. J'espère qu'ils vont rajouter les voix de Jean-Pierre Polnareff. C'est possible. C'est possible. Il commence le combat, dit « Oh oui, tu es beau, même dans les pays pauvres. » Et enfin, du coup, c'est pour ça qu'on a dit que c'était plus un Square Enix off-play. Il y a eu des annonces un peu inattendues. Alors au début, jusqu'au bout du bout, on était persuadé avec Mage que ce serait un Final Fantasy Tactics. Que nenni, c'est un Diofield Chronicle, un tactical RPG en temps réel qui a été annoncé par Square Enix, qui sortira aussi sur toutes les consoles. Rassurez-vous à ce niveau-là. Donc qui s'annonce plutôt sympa. Alors pourquoi est-ce qu'on a cru jusqu'au bout que ce serait un tactique ? Parce que même... On est persuadé d'avoir vu Bahamut. Ouais, genre à un moment t'as un gros dragon qui crache une sorte de super attaque Oméga sur une ville. Il dit ouais c'est Bahamut, c'est un tactique. Non, pas du tout. C'était une nouvelle licence. Après ça se comprend. Peut-être qu'ils n'ont pas envie non plus. Vu comment Final Fantasy a un petit peu du mal, je pense qu'il faut se calmer sur les spin-offs. Ouais, et que peut-être que développer ses propres licences annexes. Voilà. Et puis là, c'est un tactical RPG en temps réel, en sachant qu'ils viennent déjà de sortir un tactical RPG au tour par tour qui s'appelle Triangle Stratégie. Qui est super. Malheureusement, on le sait pas. Vaut mieux éviter, je pense, de trop s'éparpiller, de proposer plusieurs fois la même chose dans sa propre écurie. Mais du coup, Diofield Chronicle, ça a l'air vachement bien. Je suis très très curieux de pouvoir y jouer. Je sais pas ce qu'en pense Elena, c'est elle la spécialiste. La spécialiste. Oui. Du tactical. Je pense que oui. Il avait l'air beau déjà pour commencer et c'est quand même appréciable d'avoir en jeu. C'est une patte graphique. Oui, très agréable, je trouvais, parce qu'il y avait quand même de la 3D, mais elle était bien faite.
Il y avait de la profondeur finalement dans l'image, etc. Et les décors font un peu maquette, il y a un petit peu de tilt shift dans les décors. Non, c'était beau. C'est très très beau. Et en plus, il avait l'air bien fluide. Après, bon, tu me diras, c'est que des trailers, mais ça avait l'air malgré tout assez rythmé. Les déplacements, ça se passe rapidement. Il y a de l'action que tu peux voir. Ça n'a pas l'air d'être lent. Donc on verra bien. Moi ça m'intéresse. J'ai vu, il y avait des flèches, il y avait des explosions, il y avait des lumières, donc tout ce qu'il faut dans un petit jeu de stratégie. On verra bien. Le genre du tactical RPG qui connaît une sorte d'énorme revival ces dernières années. C'est cool. Franchement c'est cool. C'est cool. Très 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 heureux. Et enfin, annonce inattendue, mais pas tant que ça, parce que Square Enix en fait avait déposé le nom un petit peu avant, donc il y avait des rumeurs. La suite à Valkyrie Profile, qui n'est pas Final Fantasy XIII 3, mais comme tu avais pu faire la blague un petit peu avant. Oui, mais il y avait beaucoup de Valkyrie Profile dans Final Fantasy XIII 3 quand même. Mais Valkyrie Elysium, qui au début, la musique me faisait penser un petit peu à Nier. C'était un petit peu la musique un peu éthérée, etc. Je me dis, tiens, qu'est-ce que c'est, etc. Et le gameplay qui est très proche d'un action RPG, du coup, cette fois-ci. Ok. Et avec un personnage qui, au début, entre le personnage et le gameplay, j'ai cru voir en fait des similitudes avec Trials of Mana, le remake qui avait été fait, qui est très sympathique, au demeurant. Donc à voir pour l'histoire de ce Valkyrie Elysium qui a l'air de se passer pendant le Ragnarok. Encore. Toujours le Ragnarok. Toujours le Ragnarok. Non mais c'est la bondo. Mais Ragnarok c'est rigolo. Tout ce que je lui souhaite. Oui, la fin du monde, tout ça. La c'est bonne marrant. ambiance là. Les MMO coréens. Tout ce que je lui souhaite, c'est d'être moins lourdingue que Valkyrie Profile 2. Ouais. Sur PS2, c'était lourd. C'était lourd et chiant. Aïe. Mais c'était ok. Mais oui, celui-là, je lui souhaite le meilleur. J'aime bien j'aime bien les fonds de tiroir de Square parce que ça c'est dirigé vers moi. Là, voilà, je le dis, c'est mes trucs. C'est une suite en plus, enfin je veux dire, c'est pas un remake comme ils auraient pu faire en HD 2D ou des trucs comme ça. Non, c'est vraiment c'est la suite de la licence Valkyrie Profile et écoutez, d'accord, Square Enix, moi je prends, il y a pas de problème. Encore une fois, on est sur cette idée-là d'entretien de licence. Le dernier Valkyrie Profile, c'était un spin-off et c'était sur DS. Ouf. C'était Covenant of the Plume, je crois. D'accord. Et c'était un bon jeu, mais c'est un jeu tiré à très peu d'exemplaires aussi. Alors tu vois, je l'ai confondu, là je vois du gameplay que Mage a foutu sur son écran. J'ai dit Trials of Mana, mais c'est vrai que maintenant à bien y regarder, le fait que je l'ai confondu avec Nier au début, non, c'est, je sais pas, il y a une petite vibe, je trouve, dans le gameplay Nier Automata, mais à voir ce que ça va donner. Mais avec des dragons du coup et pas des robots. Oui. Voilà. Très important. Non mais c'est important les dragons. Ben voilà, on a fait le tour de ce State of Play. Écoutez, encore une fois, moi je trouve que il y avait des annonces sympas. Il y avait des annonces qui sont objectivement cool, mais qui ne peuvent pas plaire à tout le monde parce que tout le monde n'est pas étagère. N'est-ce pas? Parce que là, c'était vraiment le state of étagère. C'était vraiment trop bien. Oh, il y avait un peu de moi aussi, je veux dire, on n'est pas beaucoup à trouver que Returnal c'est le jeu de l'année 2021, tu vois. C'est pas grave. C'est pas grave. C'était plutôt varié, je pense. Et si on regarde de plus près, il y a de quoi satisfaire pas mal de gens. Juste, comme on le disait en début et comme on l'avait souligné avec Mage, le rythme PlayStation, ça va pas. Ah, ils savent pas doser. Hein. Entre les ans, il y a aucun moment pour se poser, il y a aucun contexte, ça enchaîne les trailers, pourquoi pas. Mais c'est quoi la différence entre juste drop des trailers et les réunir pendant un state of play sans prévenir qui que ce soit, sans essayer de mettre une petite histoire derrière, enfin je sais pas. Ne serait-ce que l'ordre aussi peut-être. Ouais. Je pense pas que le premier jeu qui a été présenté était le plus entraînant et le dernier aussi, tu vois. Le dernier c'était Valkyrie Elysium. Le dernier c'était pas mal, mais je pense qu'ils auraient pu faire mieux. Je pense qu'ils auraient pu faire mieux dans l'ordre, tu vois, parce que genre ça faisait vraiment les montagnes russes. Mais on a commencé bas et on n'a pas fini super haut non plus, faut pas déconner. Donc c'est dommage en vrai, parce qu'il y avait des bons trucs, il y a des bons trucs qui vraiment hypé. Je pense il souffre un petit peu de ce que les Nintendo Direct conventionnels souffrent entre guillemets aussi. C'est-à-dire que quand tu sors de l'exclusivité, finalement tu te retrouves avec un lot d'annonces qui sont cool, avec des jeux qui sont cool, mais difficile à pourquoi les avoir réunis en un seul moment? C'est la question que je me pose, quoi. Bref, on passe à l'ultime news. Allez, c'est parti. Bon, la dernière actualité, on va y passer très très vite. Parce que
Je vois pas. Il y a pas grand chose à dire. Mais c'est parce que je trouvais ça. C'est plus une curiosité. Ouais, voilà, t'as un YouTuber du nom de. Comment il s'appelle Wolfden. Ouais, Wolfden. Donc, il s'appelle Bob Wolf sur la chaîne Wolfden, qui a fait un test sur à partir de quand la Nintendo Switch OLED va avoir son écran brûlé. Alors l'écran brûlé, pour celles et ceux qui ne sauraient pas, c'est d'avoir des rémanences en fait sur si tu laisses une image trop longtemps, c'est de brûler l'écran pour que tu aies des traces de cette image. Vous en avez déjà eu avec vos propres yeux si vous regardez un point trop lumineux. Quand vous fermez les yeux, vous avez une marque qui reste. Et ça arrivait avec les vieux PC, je sais pas si t'en souviens. Il y avait un système comme ça qui disait qu'il fallait pas rester trop longtemps sur la même image. Oui. Parce que ça arrivait plus vite. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y avait des trucs qui bougeaient dans les écrans de... je dis AFK, mais c'est pas les écrans AFK, les écrans de veille. C'est pour ça que les logos bougeaient dans tous les sens. C'est parce que la brûlure arrivait bien plus vite. J'aime bien quand tu fais ça parce que tu mimes avec le doigt le logo du lecteur DVD qui rebondit contre les bords de l'écran. Je sais pas si t'as vu, mais j'ai bien fait attention d'aller dans l'angle. Oui. Oui. Ça ne passe pas dans l'oreille d'un aveugle. Mais il y a pas que sur les vieux PC. Hein. Je me souviens à l'époque, quand les premiers écrans plats sont arrivés, il y avait deux technologies. Il y avait l'écran LCD et l'écran plasma. Et les écrans plasma étaient connus pour faire des brûlures d'écran sur les premiers modèles en tout cas. Et il y a eu beaucoup de personnes qui se sont retrouvées avec des logos TF1 imprimés sur leur écran à vie, tu vois, parce que c'était des logos qui ne bougent pas. Ouais, ils sont toujours au même endroit. Voilà. Et du coup, la question c'était de savoir si l'OLED de la Switch était bien fait ou pas. Et il a laissé sa console allumée pendant 3600 heures avec une image de Zelda qui se passe dans un sanctuaire. Vous savez, les sanctuaires dans lesquels vous combattez des petits gardiens, là, c'est des sanctuaires tuto de combat avec des lumières vives bleues dessus. Donc une image quand même assez violente pour des yeux et des écrans, on va dire. Et 3600 heures plus tard, 6 mois plus tard, il a eu les premières brûlures d'écran. Donc ça fait 6 mois quand même sur une image, faut le vouloir. C'est très 150 jours. Et très légère en plus, c'est-à-dire que ça ne gâche pas l'expérience de gameplay non plus. Parce qu'il l'a montré, on le voit sur la vidéo, il le montre, je le vois parce qu'il me le dit, tu vois. Ouais. Il m'aurait pas dit, y a rien, elle va très bien ta Switch, tu vois, donc c'est vraiment très très léger. C'est même plus rigolo que ça, c'est-à-dire qu'il pourrait réparer son écran, parce qu'il y a une option pour inverser les couleurs sur la Switch. Après t'as vu la gueule de l'écran. Oui, mais du coup tu laisses 6 mois supplémentaires sur des couleurs inversées. Et ça va bien, ouais. Ça s'annule, ouais, exactement. Donc tout ça pour dire que l'écran est plutôt pas mal, qu'il n'y a pas de... Ne vous inquiétez pas sur les brûlures d'écran sur cet écran-là OLED. Apparemment, il est bien fait. Vous ne risquez pas, sur une session de 6 heures d'affilée, d'avoir les icônes qui impriment définitivement votre écran. Oui, parce qu'encore une fois, on va le répéter, pour que ça apparaisse, il faut vraiment laisser votre Switch allumée sur la même image, sans l'étendre, sans la bouger, sans la mettre en veille, pendant quelque chose comme 6 mois d'affilée. Alors moi j'ai juste une question, 3600 heures pour brûler un écran, ça fait combien de Joy-Con en moins pour une utilisation normale? J'allais y venir, je leur ai dit c'est cool qu'ils aient vachement mieux testé l'écran que les Joy-Con. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, il y a un effort. Cool, je suppose que c'est plus cher de changer un écran que de changer des Joy-Con. Et encore... Toujours est-il que lui a permis de faire un autre test aussi sur la durée de vie de la batterie. Visiblement, de l'avoir laissé brancher comme ça pendant 6 mois n'a pas eu d'impact significatif sur les capacités de la batterie de la Switch. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle du coup. Ça veut dire que la batterie est pas dégueu. Vous pouvez partir sur une OLED les yeux fermés si ce genre de détails vous faisait peur. C'était la dernière actualité de ces Blasto News. Parfait. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir été présents. Merci Léna, merci Étagère. De rien. Au revoir, merci Mage. Merci aux patriotes. Merci aux patriotes. T'as pas dit merci aux patriotes aujourd'hui. Mais c'est parce qu'il n'y a pas de patriotes liés à Singe pour Podcast. Mais merci à vous quand même. On dit quand même merci aux patriotes, c'est important. Ouais, c'est vrai. Merci de nous laisser une petite note pour nous dire que vous avez bien aimé le podcast sur les différents canaux de distribution, YouTube inclus, l'abonnement, le commentaire, tout ça. Merci aux voisins. Merci aux voisins qui sont enfin arrivés pour commencer à manger. Pour leur repas à 13h. Merci beaucoup. On se dit à la prochaine, mesdames, messieurs. Salut. Allez, ciao tout le monde.